J'ai toujours imaginé que le jour de ma remise de diplôme serait l'un de ces rares moments où tout est parfait. Tu sais, comme dans les films, au ralenti, avec une lumière dorée, les parents qui pleurent, les frères et sœurs qui font coucou. Quelqu'un tenant une pancarte faite à la main avec écrit « Tu l'as fait ». Comme si j'avais gagné le Super Bowl ou quelque chose comme ça. Je ne demandais pas grand-chose, juste un visage dans la foule, une personne qui m'applaudirait comme si j'étais importante. Mais quand mon nom a résonné dans tout l'auditorium, rebondissant sur les gradins métalliques froids, le seul son qu'on a entendu, c'était des applaudissements polis et épars. J'ai traversé la scène comme si j'étais invisible, parce que je l'étais. Il y avait toute une rangée réservée à mon nom de famille, famille de la diplômée Green. Je l'avais même vérifié la veille. 6 sièges, allée centrale. Mais ces sièges sont restés vides pendant que les autres diplômés prenaient des selfies avec leur mère en pleurs et leur père fier. Je continuais à me retourner, en espérant que c'était peut-être à cause de la circulation. Peut-être qu'ils allaient arriver en retard. Peut-être que ce n'était pas la chute finale d'une blague dont j'étais la cible depuis mes 10 ans. Ce n'était pas à cause de la circulation, ni à cause d'une urgence. Et ce n'était même pas un oubli. C'était encore à cause de Chloé, ma petite sœur. Chloé Green, 18 ans. 1,78 mètres, bourse complète pour « nulle part ». Mais avec un visage qui pourrait apparaître en couverture de Vogue si le vent soufflait juste comme il faut. Elle avait réservé une séance photo de dernière minute avec un jeune photographe prometteur de Los Angeles. Et apparemment toute ma famille avait décidé que c'était plus important que la fin de mes 4 ans de semestre de 18 crédits. Les shifts de nuit au restaurant et les prêts étudiants qui ressemblaient à une petite hypothèque. Je n'ai pas pleuré. Pas au début. J'ai juste souri, le genre de sourire qui te fait mal jusqu'aux dents. J'ai pris ma pochette de diplôme avec les mains qui tremblaient et je suis sorti de la scène aussi vite que je pouvais, sans tomber avec ces stupides talons. Dans les vestiaires, je me suis assise sur une chaise pliante, fixant ma toche bleu marine qui me grattait la peau. Et le pompon qui se balançait devant mes yeux comme un métronome cruel. J'ai vérifié mon téléphone en espérant un message, un appel, une notification ratée. Peut-être qu'ils étaient coincés dans le parking et qu'ils se sentaient super mal pour ça. Peut-être qu'ils couraient en ce moment. À la place, j'ai vu une publication de ma mère sur Facebook datant de 2 heures. Fière de notre belle Chloé aujourd'hui. De grandes choses à venir. La légende était sous une photo parfaitement filtrée de Chloé, dans une robe dos nu, appuyée contre un mur en béton. Pendant que mon père, ma mère et même mon oncle Ray étaient derrière elle, souriant comme si elle venait de se fiancer. Ma grand-mère était là aussi. J'ai zoomé pour vérifier. Oui, c'était bien sa canne. Je suis resté à fixer cette photo pendant longtemps. Comme si en la regardant assez, je pourrais repérer un détail qui expliquerait tout ça, peut-être un indice. Qu'il passerait plus tard ou que tout ça a été juste un malentendu. Mais ce ne l'était pas. C'est là que ça m'a frappé. Pas comme une gifle, plus comme une vague lente qui monte sous les côtes. Le genre de révélation que tu ne veux pas admettre, parce que c'est trop pathétique. Il n'avait jamais prévu de venir, en fait. À un moment donné, entre la photo de Chloé et mon diplôme, ils ont fait un choix. Et ce n'était pas moi. J'étais toujours assise là, la toge à moitié enlevée, les cheveux en vrac, quand mon téléphone a vibré de nouveau. Un message de mon père, le seul homme qui a toujours été là sans vraiment l'être. Émotionnellement distant, mais financièrement présent. Il n'a jamais raté un paiement, mais il ne m'a pas prise dans ses bras depuis mes 14 ans. J'ai failli ne pas l'ouvrir. Je pensais que ce serait un message du genre « J'espère que la cérémonie s'est bien passée » ou « Désolé, on était occupé ». Mais non. Il n'y avait que 5 mots « Il faut qu'on parle d'urgence ». Pas de ponctuation, pas de « papa », juste une panique froide et raide. Et là, tout a changé. Parce que s'il disait que c'était urgent, c'était forcément vrai. Cet homme ne montrait jamais ses émotions. Sérieusement. Il ne faisait même pas de contact visuel. La dernière fois qu'il avait dit que quelque chose était urgent, c'était quand le chauffe-eau avait explosé et inondé la cave. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi aujourd'hui? De tous les jours, il avait décidé de briser le silence familial? Je suis resté à fixer l'écran, les pouces au-dessus du clavier, le cœur battant plus fort que les applaudissements que je n'avais jamais reçus. J'entendais encore les autres diplômés rire dehors, prendre des photos au soleil avec des gens qui étaient venus pour eux. Mes oreilles brûlaient, mon ventre se tordait.
C'était à cause de Chloé, à propos de la séance? Quelqu'un était blessé? Ou est-ce que c'était juste encore une autre insulte déguisée? Je ne savais pas si je voulais hurler, pleurer ou lui rire au nez. À la place, j'ai juste écrit 2 mots, à propos de quoi? Je ne m'attendais pas à une réponse tout de suite. Mais les petites bulles sont apparues presque aussitôt. Il écrivait, écrivait, écrivait. Puis il s'est arrêté. Pas de message. Juste le silence. Et à ce moment-là, j'ai compris autre chose, quelque chose de pire. Peut-être que ce n'était même pas à propos de moi. Peut-être que, encore une fois, j'étais juste une spectatrice dans une histoire écrite pour quelqu'un d'autre. Mais quelque chose dans sa façon d'écrire, parce que je pouvais entendre son ton même dans ces 5 mots plats, me disait que ce qu'il allait dire n'était pas petit. Et je n'étais pas sûr d'être prête à l'entendre. Laisse-moi te poser une question, et sois honnête. Si toute ta famille avait sauté le jour le plus important de ta vie pour aller voir ta sœur posée devant un appareil photo, et ensuite que ton père t'envoyait un message sorti de nulle part disant « Il faut qu'on parle d'urgence », est-ce que tu répondrais à cet appel? Parce que moi, je l'ai fait. Et je ne sais toujours pas si c'était la plus grosse erreur de ma vie. Ou le moment où tout a enfin eu du sens. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, pas une minute. Je suis resté allongé sur les draps, toujours dans ma robe de remise de diplôme, fermée à moitié. À regarder le ventilateur au plafond tourner lentement au-dessus de moi. Comme s'il se moquait du fait que toute ma vie tourne encore autour de Chloé. Je rejouais la journée dans ma tête encore et encore. Le silence dans l'auditorium, la rangée vide avec notre nom de famille, le vide. En traversant la scène comme un fantôme. Et peu importe comment je retournais ça dans ma tête. Comment je l'étirais ou essayais de le justifier, la vérité était claire. Ils ne m'avaient pas oublié. Ils n'étaient pas en retard. Ils avaient juste choisi de ne pas venir. Ils ont regardé le calendrier, vu que leurs 2 filles avaient quelque chose d'important le même jour. Et ils l'ont choisi, elles. Encore. Comme toujours. Et ce qui m'a vraiment énervé, ce qui a fait que ma mâchoire s'est tendue et que mon poing s'est serré dans le noir. C'est à quel point je n'étais même pas surprise. J'aimerais pouvoir dire que c'était la première fois, que c'était une trahison choquante et inattendue qui a détruit mon monde. Mais si je suis honnête, ce n'était que le dernier chapitre d'un vieux livre. Qu'on m'a obligé à lire du début à la fin depuis l'enfance. La vérité, c'est que Chloé a toujours été la star de la famille. Depuis que je m'en souvienne. Depuis qu'elle savait former des phrases complètes. Elle avait ce don étrange d'attirer tout le monde autour d'elle avec cette voix sucrée. Ses grands yeux et cet instinct naturel pour savoir exactement quand sourire, quand pleurer. Et quand faire semblant d'être bête pour éviter les ennuis. Je pensais qu'elle était magique. Maintenant, je pense que c'est juste une manipulatrice pro. Qui a compris très tôt que les gens préfèrent la beauté à l'honnêteté, et le charme à l'effort. Quand j'avais 10 ans et Chloé en avait 6, j'ai eu une fête d'anniversaire au bowling. J'avais invité 10 enfants. J'étais tellement excité. Mais 1 heure plus tard, Chloé est tombée et s'est écorché le genou sur le trottoir dehors. Rien de grave, à peine une égratignure, mais elle a pleuré. Évidemment, fort et de façon dramatique. Et ma mère a immédiatement décidé que la fête devait se terminer plus tôt. On fera un gâteau à la maison, a-t-elle dit, tout en rangeant déjà les sacs à dos. Les autres parents n'ont même pas posé de questions. On est parti du bowling avec mon gâteau à moitié mangé dans une boîte en polystyrène. Et une sœur qui geignait sur la banquette arrière. C'est la première fois que je me suis rendu compte que la douleur de Chloé, peu importe à quel point elle était petite, valait toujours plus que ma joie. Quand je suis arrivé au lycée, j'avais complètement arrêté de me battre pour attirer l'attention. À quoi bon? Je ne buvais pas et je ne sortais pas en cachette, mais c'est Chloé qui avait eu toute l'attention parce qu'elle était entrée dans l'équipe de Pom Pom Girls. Même si elle avait été laissée sur le banc la moitié de la saison à cause de ses absences aux entraînements. Quand j'ai été accepté à l'université, on a fait un bon dîner, une photo de famille, une de ces photos rigides où papa se tient derrière nous. Sa main sur mon épaule comme un inconnu. Mais quand Chloé a signé avec cette agence de mannequins 6 mois plus tard, maman a réservé un dîner privé sur le toit d'un restaurant. Et a porté un toast à elle comme si elle avait guéri le cancer. Tout le monde a posté la photo de cette soirée. Personne n'a rien publié sur la mienne. Alors je n'étais pas surprise qu'ils aient manqué ma remise de diplôme. J'étais blessé,
j'étais humilié, mais je n'étais pas surprise. J'étais habitué à avaler cette petite pilule amère et à faire semblant de ne pas reconnaître la trahison. Mais le message de papa, cet avertissement de 5 mots, tournait dans ma tête comme une vis qui bouge dans une machine qu'on ne savait pas encore casser. Je n'avais pas répondu après son premier message. J'avais demandé à propos de quoi, et il avait commencé à écrire. Puis il s'était arrêté. Aucun message n'est jamais arrivé. Ce silence avait du poids, comme si ce n'était pas juste de l'hésitation, mais de la peur. Vers 4 heures du matin, quand la lumière a commencé à passer à travers les stores et que tout prenait cette teinte grise étrange du petit matin. Je me suis levé, j'ai préparé un café et je lui ai envoyé un autre message, parlons aujourd'hui. Il a répondu tout de suite. Il a dit de le retrouver dans l'ancien restaurant de Maple. Celui avec les banquettes vertes usées et le jukebox qui ne jouait que du Springsteen et Dolly Parton. Il a dit qu'il y serait à 9 heures. Quand je suis entré, l'endroit était presque vide. Sauf un homme assis dans un coin avec 2 tasses de café déjà posées sur la table. Il avait l'air plus vieux que dans mes souvenirs. Comme si quelqu'un avait fait avancer les derniers mois et ajouté 10 ans à son visage. Il était voûté, pâle, les doigts serrant trop fort la tasse. Comme si c'était la seule chose qui le gardait attaché à la terre. C'est là que j'ai compris que ce n'était pas juste de la culpabilité. Ce n'était pas à propos de la remise de diplôme. Ni même de la séance photo de Chloé. Quoi que ce soit, c'était plus profond. Je me suis glissé dans la banquette en face de lui. Tu as dit que tu avais besoin de parler. Il m'a regardé longtemps. Puis il a mis la main dans sa veste et a sorti une vieille lettre jaunie sur les bords. Tellement pliée que les plis commençaient à se déchirer. Il l'a poussée vers moi sur la table, sans un mot. Je ne l'ai pas prise tout de suite. Ton grand-père a laissé ça, a-t-il fini par dire. Sa voix était sèche. Je l'ai trouvée dans son box de rangement il y a 2 semaines. J'allais la brûler. J'aurais dû le faire, mais je n'ai pas pu. Pas après hier. Je l'ai ouverte. L'écriture était reconnaissable entre mille, la cursive de grand-père Joe. Serré et penché. Il était mort depuis 5 ans, mais sa voix reprenait vie sur la page. Et ce qu'il disait m'a frappé comme un coup de poing droit dans la poitrine. Chloé n'était pas la fille de ton père. J'ai cligné des yeux. J'ai relu. Ce n'était pas sa fille. Ma mère avait eu une liaison, pas juste une amourette. Une vraie liaison avec son meilleur ami, et Chloé était le résultat. La lettre expliquait tout. Mon père le savait depuis des années. Ma grand-mère aussi, même l'oncle Ray. Tout le monde sauf moi. J'ai levé les yeux, incapable de respirer. Pourquoi personne ne me l'a dit? Les yeux de mon père semblaient embués. Comme s'il essayait de ne pas pleurer depuis le matin. Parce qu'il ne voulait pas que tu souffres. Elle faisait encore partie de la famille. Et parce que ta mère m'a supplié de ne rien dire. Elle disait que ça détruirait tout. Mais je crois que tout était déjà cassé. Et tu mérites de savoir. Je n'ai rien dit, je suis resté à regarder la lettre. Mes mains tremblaient. Puis il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. On lui a tout donné. En essayant de compenser ce qu'on avait fait. Et dans ce processus, on ne t'a rien donné à toi. C'est là que quelque chose s'est fissuré en moi. Pas de façon bruyante, pas visible, juste un petit craquement silencieux. Comme une corde tirée trop fort pendant trop longtemps. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. J'ai juste hoché la tête. Et à l'intérieur, j'ai commencé à planifier. Pas pour les détruire, pas par vengeance. Mais parce que j'ai compris quelque chose ce matin-là. Si la vérité est une arme, alors on venait de me donner un pistolet chargé. Et j'étais la seule assez courageuse pour appuyer sur la gâchette. Je suis sorti du restaurant avec cette lettre qui brûlait un trou dans mon sac. Et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose. Qui n'était ni de la tristesse, ni du ressentiment. C'était du pouvoir, pas encore de la joie, pas encore de la vengeance. Juste ce bourdonnement brut et constant de tenir enfin quelque chose d'indéniable entre mes mains. La vérité n'était plus un murmure. Elle était réelle. Sur papier, écrite à la main par mon grand-père. Et elle me regardait comme un défi pour lequel je n'étais pas prête. Mais auquel je ne pouvais plus tourner le dos. C'était à moi maintenant. Le soleil était haut quand je suis sorti, aveuglant, presque théâtral.
Comme si le monde pensait me faire un cadeau en me donnant une belle journée pour égaler le poids de ce que je venais d'apprendre. Mais tout ce que je voyais, c'était le visage de Chloé dans ma tête. Sa moue parfaite, la façon dont elle savait toujours pencher la tête juste ce qu'il faut pour attendrir tout le monde. Je l'imaginais en train de diriger cette séance photo pendant que les autres étaient autour d'elle. L'adorant, la nourrissant de fraises ou de je ne sais quoi que mangent les mannequins entre deux flashs. Totalement inconscient que la base même de l'histoire sur laquelle ils avaient construit leur famille venait d'exploser. Quand je suis retourné à mon appartement, je ne suis pas entré tout de suite. Je suis resté assise dans ma voiture presque 1 heure. Les mains sur le volant, à lire la lettre encore et encore. Comme si j'espérais y trouver quelque chose de plus caché entre les lignes. Mais tout y était. Simple et délibéré. La liaison de ma mère avait duré presque 2 ans. Elle avait commencé quand Chloé était encore toute petite. Son vrai père avait été le meilleur ami de mon père depuis l'université. Un homme nommé Patrick Dier. Il venait si souvent chez nous quand on était enfant, que je pensais qu'il était juste un autre oncle. Je me souviens que Chloé courait vers lui dès qu'il franchissait la porte, riant et grimpant sur ses genoux comme s'ils étaient attirés l'un par l'autre. Et je me rappelle comment mon père trouvait toujours quelque chose à faire dans une autre pièce quand Patrick arrivait. Mon grand-père avait su avant tout le monde. Il y avait une note dans la lettre disant comment il avait confronté ma mère. Comment il lui avait supplié de ne rien dire. Elle avait juré que c'était fini. Elle avait juré que Patrick était hors de l'image. Mais ensuite, il avait écrit quelque chose qui m'a glacé. La petite n'est pas de Michael. J'ai fait les calculs et j'ai vu comment elle le regardait. Elle le savait, et je pense qu'il le sait aussi. Donc mon père savait depuis des années, et pourtant il est resté. Il est resté et il a élevé Chloé comme sa fille. Mais pas par grand pardon ou gentillesse, non. Ce qu'il a fait à la place, c'est me punir. Pas ouvertement. Il ne m'a jamais frappé, il n'a jamais crié. Mais il a disparu émotionnellement. Il m'a laissé flotter dans la maison comme une idée oubliée. Pendant que toute son énergie servait à maintenir l'image d'une famille normale et à soutenir le mensonge que tout le monde avait choisi de croire. Il savait que j'étais sa fille. Il savait qu'il pouvait me faire confiance. Et pourtant, il l'a choisie, elle, encore et encore. Je suis resté longtemps dans la cuisine à me demander quoi faire avec la lettre. La brûler? La copier? L'envoyer à tous les contacts de mon téléphone et laisser le chaos exploser sans lever le petit doigt? La tentation était presque trop forte. Mais je ne voulais pas faire un scandale. Je ne voulais pas une dispute en larmes ou une confrontation en criant. Je voulais de la précision, je voulais de la clarté. Et surtout, je voulais le contrôle. Alors j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait avant. J'ai envoyé un message à Anne Re. En avant-dernière année, Anne était la fille qui dirigeait le podcast du lycée. Elle transportait toujours un enregistreur et interviewait les élèves entre les cours, créant des histoires audio sur les querelles dans la cafétéria et les potins de profs comme si elle était née pour travailler à la radio. Je l'avais toujours bien aimée. Calme, gentille, intelligente. D'une manière que les gens sous-estimaient. La dernière nouvelle que j'avais d'elle. Elle travaillait pour un site d'actualité local en ville, couvrant des histoires humaines et des scandales de petits villages. J'ai ouvert son profil et je lui ai envoyé un message simple. Salut, j'ai une histoire. Secret de famille, vieil argent, trahison. C'est réel. Tu es sûr de vouloir ça, a-t-elle répondu en 10 minutes. On a fixé une heure pour se retrouver le lendemain. Quand je suis arrivé à son bureau, qui ressemblait plus à un grenier aménagé au-dessus d'une librairie. J'ai apporté tout, la lettre, des photos de Patrick avec Chloé quand on était enfant. Des copies de mon acte de naissance et du sien. Même la publication Facebook du jour de la remise de diplôme montrant toute la famille debout derrière Chloé. Comme si elle était un pur sang primé. J'ai tout exposé calmement, fait parfait, comme si je faisais une présentation. Anne a tout écouté sans m'interrompre. Quand j'ai fini, elle s'est appuyée contre son dossier et a soufflé fort. Comme si elle venait de remonter à la surface pour respirer. « Mais tu veux que ce soit rendu public ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête une fois. Oui, mais pas avec les noms. Pas encore. Utilise un pseudonyme. Appelle ça une fiction si nécessaire, mais c'est réel et ça mérite d'être entendu. Elle était d'accord.
2 jours plus tard, l'article est sorti. Elle l'a intitulé La fille invisible, et il s'est propagé comme un feu dans une prairie sèche. La section des commentaires a explosé. Tout le monde dans notre ville l'a lu. Tout le monde dans notre famille élargie aussi. Les suppositions ont commencé tout de suite. Les gens spéculaient sur qui ça pouvait être, qui était la jolie fille dorée. Qui pouvait être le père? Assemblant les indices comme si c'était une affaire criminelle réelle. Ma famille ne savait pas que c'était moi derrière tout ça. En tout cas pas au début. Mais ils l'ont ressenti de plein fouet. Ma tante a appelé ma mère en pleurant. Ma grand-mère a supprimé son compte Facebook. Et Chloé a perdu un contrat de mannequinat 2 heures après la publication de l'article. L'agence ne voulait pas être associée à des controverses familiales non résolues ou leurs mots, pas les miens. Je ne me suis pas sentie victorieuse, pas exactement. Ce que j'ai ressenti était plus froid, plus tranchant. Comme si j'avais enfin rendu une gifle. Qui résonnait en moi depuis des années, depuis l'enfance. Je ne voulais pas qu'ils souffrent. Je voulais qu'ils voient. Qu'ils comprennent ce qu'ils avaient fait. Qu'ils ne puissent plus regarder Chloé sans se souvenir. Qu'ils avaient construit son piédestal sur mon silence. Ce soir-là, pendant que j'étais assise dans mon appartement, à regarder la portée de l'article s'élargir d'heure en heure. Mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Je n'ai pas répondu. Elle a rappelé. Je l'ai encore laissé sonner. Puis elle est apparue à ma porte. Quand j'ai ouvert, elle se tenait là, comme une statue pâle, tremblante. Les lèvres serrées dans une ligne tendue qui me disait qu'elle n'était pas venue pour s'excuser. « Mais tu ne comprends pas ce que tu as déclenché. » A-t-elle dit d'une voix basse et paniquée. Presque comme si elle avait peur que quelqu'un écoute depuis les arbres. Je l'ai regardée fixement, les bras croisés. J'ai commencé à dire la vérité, ai-je répondu. Mais elle a secoué la tête, les yeux grands ouverts. Pas en colère, cette fois. Effrayée. « Tu crois que ça s'arrête à nous? À Chloé? Tu n'as aucune idée de qui tu affrontes. » Je n'ai pas demandé ce qu'elle voulait dire. Parce qu'au fond, je savais déjà. Que ce n'était pas seulement une famille brisée. C'était quelque chose de plus ancien, de plus sale. Et je venais juste d'allumer la mèche. Le matin après que ma mère soit venue à ma porte. Comme si elle avait vu un fantôme ou pire, s'en était souvenue. Je me suis assise à la table de ma cuisine. Avec une tasse de café froid et mon ordinateur ouvert sur la section des commentaires de l'article. Lisant le chaos que j'avais déclenché. L'histoire avait pris de l'ampleur pendant la nuit. Partagée dans des forums et des groupes Facebook. Se propageant comme un incendie de forêt qu'on ne remarque que quand il est déjà à ta porte. Les gens n'étaient pas juste curieux. Ils décortiquaient, analysaient, affamés de détails. Et certains commençaient à assembler les pièces. Certains commentaires parlaient de détails trop proches de la réalité. Une robe que j'avais portée. Le nom de notre lycée subtilement mentionné dans une anecdote. Même des captures d'écran floues d'anciennes publications Facebook de famille. Qui avaient été supprimées. Mais pas avant que quelqu'un les ait archivées. L'anonymat que j'avais demandé était en train de glisser. Et c'est là que j'ai compris. Que j'étais au bord de quelque chose de plus grand que ce que j'avais prévu. Ça avait commencé comme un acte de reconquête. Une vengeance silencieuse pour exposer les années que j'avais passées. Avalées par l'ombre de quelqu'un d'autre. Mais maintenant je tenais une cartouche de dynamite avec la mèche déjà allumée. Et pourtant, je ne regrettais rien. Pas une seconde. J'avais passé tellement de temps à détourner le regard. À maintenir la paix. À laisser les autres parler plus fort, briller plus, prendre plus de place. Et je ne comptais pas revenir en arrière, pas maintenant. Je n'ai rien entendu de Chloé directement. Mais des amis en commun ont commencé à me contacter. L'une d'elles, Rachel, avec qui je n'avais pas parlé depuis presque 1 an, m'a envoyé un message vocal au lieu d'un texto. Elle semblait à bout de souffle, presque paniquée. Comme si elle essayait de bien choisir ses mots. Tout en me faisant comprendre qu'elle savait. « Emma, a-t-elle dit, je ne sais pas si tu vas bien ou ce que tu fais. Mais Chloé devient folle, c'est une vraie crise. Elle croit que tout le monde va tout découvrir, vraiment tout. Elle a parlé de trucs juridiques, genre porter plainte contre quelqu'un. Tu devrais faire attention. » Cette partie m'a arrêté. Des trucs juridiques? Pourquoi?
Son nom n'avait même pas été mentionné dans l'article. Et aucun autre non plus. Mais ce n'était pas une question de nom. C'était une question de honte. Ma sœur avait vécu toute sa vie adorée, photographiée, encensée. Et dès que ce vernis doré s'est fissuré, elle a paniqué. Pas parce que quelqu'un avait menti, mais parce que quelqu'un avait enfin dit la vérité. À midi, j'ai reçu un appel de Anne. Sa voix ne ressemblait pas à celle que j'avais entendue la dernière fois. La journaliste calme et précise avait disparu. Maintenant, elle sonnait nerveuse. Comme si quelqu'un venait de frapper à sa porte avec un sourire et un avertissement. Elle m'a dit que quelqu'un avait contacté le site directement. Un informateur anonyme. Qui demandait qui était la source de la fille invisible. La personne prétendait connaître la famille concernée. Et voulait s'assurer que la journaliste n'était pas manipulée par un frère rancunier plein de ressentiment. Anne ne les croyait pas. Mais c'était clair que le message avait été envoyé intentionnellement. Quelqu'un cherchait. Quelqu'un essayait de soulever le rideau. Elle m'a redemandé si je voulais me révéler. Ne plus me cacher derrière des métaphores ou des pseudonymes. Mais avec mon nom, mon visage, ma voix, mes preuves. Au début, j'ai ri. Pas parce que c'était drôle. Mais parce que ça semblait irréel d'y penser sérieusement. Puis je lui ai dit, non, pas encore. Ce n'était pas le bon moment. J'avais besoin d'une chose en plus. Quelque chose de plus fort qu'une lettre. Quelque chose que personne ne pourrait nier ou manipuler. Et j'avais l'impression que ça existait. Je n'avais juste pas encore creusé assez profond. Ce soir-là, je suis retourné chez mes parents. Pas pour les voir, pas pour parler. Juste pour observer. Ils n'étaient pas là, probablement cachés quelque part. En train de réfléchir à comment éteindre l'incendie. Qu'ils faisaient semblant d'ignorer depuis des décennies. J'avais encore une clé. Ils ne savaient pas que je l'avais gardée? Et je ne me suis pas senti coupable de l'utiliser. J'ai traversé les pièces en silence, comme un fantôme. Tout était pareil. Les photos sur les murs toujours parfaitement placées. Pour mettre en valeur l'enfance brillante de Chloé. Sa fête d'anniversaire de ses 8 ans. Sa soirée de remise de diplôme. Son premier défilé de mode. Tous ces moments figés, encadrés comme des reliques sacrées. Comme si nous autres n'avions existé que pour l'admirer de loin. Mais alors, dans le placard du couloir. Derrière du vieux linge de maison et une vilaine couronne de Noël. J'ai trouvé une boîte en bois massif fermée à clé. Avec un loquet en laiton terni qui n'avait pas été touché depuis des années. Je ne me suis même pas embêté. Avec délicatesse. Je l'ai portée au garage, j'ai trouvé un marteau et je l'ai ouverte. À l'intérieur, j'ai trouvé quelque chose qui ne m'a pas mise en colère, mais qui m'a glacé. Il y avait des lettres, encore plus. Pas seulement de grand-père Joe, mais aussi de Patrick, le vrai père de Chloé. Des lettres qu'il avait écrites à ma mère après qu'il ait soi-disant quitté la ville. Des lettres d'amour, des excuses, des projets pour se retrouver. Certaines dataient d'après les 10 ans de Chloé. Il n'avait pas disparu. Il n'était pas mort comme il l'avait dit. Il avait essayé de revenir. Essayé de récupérer quelque chose, quelqu'un. Une des lettres était adressée à mon père. Elle n'avait jamais été ouverte. L'écriture sur l'enveloppe était reconnaissable entre mille. Ou pour Michael, il mérite de savoir. Mais visiblement, personne ne la lui avait jamais remise. Je suis resté là à tenir une lettre qui aurait dû tout changer des années plus tôt. Et j'ai compris que ce n'était jamais seulement une question de favoritisme. Ou d'une fille dorée qui recevait plus que l'autre. C'était un secret si profond et si ancien. Qu'il avait commencé à ronger les os de notre famille de l'intérieur. Chaque sourire, chaque dîner de famille. Chaque photo de Noël forcée avait été prise sous le poids de ce mensonge. Et j'avais été la seule tenue dans le noir. Parce que j'étais la seule à ne pas faire partie du mensonge. J'ai pris la boîte et je suis parti. Je n'ai même pas fermé la porte à clé derrière moi. Le lendemain, j'ai appelé Anne et je lui ai dit que j'étais prête à témoigner la visage découvert. Elle a hésité, m'a demandé si j'étais sûr. Elle m'a rappelé qu'une fois l'histoire publiée avec mon nom, il n'y aurait pas de retour possible. Je lui ai dit que je n'avais aucune envie de revenir en arrière. On s'est revus dans son bureau. Et cette fois, elle a enregistré toute l'interview en vidéo. Je me suis assise sous un seul projecteur.
Sans maquillage, sans préparation, sans texte. Juste moi, la vérité, et tout le poids qui allait avec. Quand elle m'a demandé pourquoi je faisais ça, j'ai dit ce que je n'avais jamais dit à voix haute avant. J'ai grandi en croyant que je ne comptais pas. Parce que personne n'avait applaudi quand j'ai traversé la scène. Parce que mon nom n'avait jamais été imprimé dans le bulletin familial. Parce qu'on m'avait appris, de mille petites façons, que les filles silencieuses qui ne réclament pas d'attention ne la méritent pas. Mais j'en ai fini d'être silencieuse. Et je veux que tout le monde sache ce qui se passe. Quand la fille invisible décide de parler. L'interview était prévue pour sortir la semaine suivante. Et je savais, sans aucun doute, que plus rien dans notre famille ne serait jamais pareil. La vidéo a été publiée en direct un jeudi matin. Exactement à 10 heures. Programmée avec ce genre de précision calme qui ressemblait presque à un rituel. Pas de compte à rebours dramatique. Pas d'extrait. Pas de bande-annonce surproduite. Juste mon visage baigné d'une lumière douce, regardant droit dans l'objectif. Avec ce calme étrange qui ne vient que quand tes nerfs sont complètement brûlés. Et qu'il ne reste que quelque chose de plus froid, plus lourd. Et bien plus dangereux que la peur. Je l'ai regardé une fois en entier, seul dans mon appartement. Assise en tailleur sur le sol. Mon ordinateur posé sur le bord de la table basse. Et mes mains serrées autour d'une tasse de café. Qui était déjà tiède avant même la fin de la première question. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas bougé. Je suis juste resté là. À écouter ma propre voix raconter une histoire. Qui avait vécu dans ma peau pendant des années comme un parasite. Que je ne savais même pas qu'il se nourrissait de moi. Jusqu'à ce que je l'arrache enfin, racine et tout. Pour que le monde entier le voie. À midi, mon téléphone vibrait sans arrêt. Des messages d'anciens camarades de classe, de collègues. D'amis que je n'avais pas entendus depuis des années. Même d'inconnus qui m'avaient retrouvé d'une manière ou d'une autre. Pour me dire des choses comme « J'ai vu l'interview, tu as été courageuse. » Ou « C'est aussi mon histoire. » Ça aurait dû me faire sentir reconnu. Comme si j'avais enfin repris ce qui me revenait. Occuper une place qu'on ne m'avait jamais offerte. Et en un sens, c'est ce que j'ai fait. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est le silence de ceux qui comptaient le plus ou qui comptaient avant. Mon père n'a pas appelé. Ma mère n'est pas venue cette fois. Chloé n'a même pas envoyé un de ses textos dramatiques habituels. Avec 20 points d'exclamation et une dose de culpabilité déguisée en excuse. La famille Green s'était tue. Et c'était le genre de silence qui n'a rien à voir avec la paix. Mais tout à voir avec le calcul. Ce soir-là, vers 23 heures. Pendant que la rue bourdonnait doucement du bruit des voitures. Et qu'une brise d'été frappait doucement mes fenêtres. Il y a eu un coup à la porte. Un coup lent et délibéré. Pas paniqué. Pas timide. Juste ferme. Je m'attendais peut-être à un journaliste ou un voisin curieux. Mais à la place, j'ai trouvé ma mère debout sur le seuil. Les épaules voûtées et les yeux rouges. Comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. Sa blouse était froissée. Ses cheveux attachés en chignon. Mais plus par précipitation que par style. Et ses mains tremblaient même si elle essayait de les cacher dans ses manches. « Je n'allais pas venir », a-t-elle dit. Sans salutation, sans même entrer. « Mais il s'est passé quelque chose et tu dois le savoir. » Je n'ai pas répondu. Je ne l'ai pas invité à entrer. Je me suis juste appuyé contre le cadre de la porte et j'ai attendu. Elle a regardé autour d'elle, comme pour vérifier que personne n'écoutait. Puis elle a chuchoté quelque chose si doucement que je l'ai à peine compris. « Il est vivant ?» Pendant une seconde, je n'ai pas compris. Je pensais qu'elle parlait de mon grand-père, peut-être. Ou d'un autre vieux membre de la famille mêlé à cette histoire. Mais elle l'a redit. Plus fort cette fois. « Patrick, le père de Chloé, il est vivant. Il est revenu. » J'ai senti quelque chose changer sous mes côtes. Pas de la peur, pas de la colère. Quelque chose de plus lourd, plus sombre. Comme si une porte en moi s'était ouverte toute seule, sans prévenir. Je l'ai regardé, essayant de comprendre ce que ça voulait dire. Toutes ces années, on m'avait dit qu'il était mort. Qu'il était parti. Qu'il avait eu une crise cardiaque ou un accident de voiture. Ou peut-être les deux, selon qui racontait.
Mais l'histoire était toujours racontée comme une fin définitive. Sans place pour les questions. Et maintenant, soudain, ce n'était pas un fantôme. Il était réel. Et apparemment, il regardait. Ma mère s'est avancée. Sa voix tremblait maintenant. Non pas de tristesse, mais d'un genre de désespoir que je ne lui avais jamais vu. Il a vu l'interview. Quelqu'un lui a envoyé. Je ne sais pas comment. Je ne sais même pas où il était tout ce temps. Mais il a repris contact. Et il est en colère. Pas seulement à cause de Chloé. Mais pour tout. Pour la lettre que ton grand-père a écrite. Pour toi. J'ai avalé ma salive. Pour moi. Elle a hoché la tête. Mais tu n'étais jamais censé savoir. C'était l'accord. On t'a tenu à l'écart parce que tu étais la seule propre dans cette histoire. La seule qui n'était pas contaminée par le mensonge. Et maintenant. Il veut te rencontrer. Cette phrase a coupé l'air en deux. Il voulait me rencontrer. Cet homme, ce fantôme. Qui avait été autrefois le meilleur ami de mon père. Puis l'amant de ma mère. Puis une ombre au-dessus de toute notre famille. Cet homme voulait me regarder dans les yeux. J'aurais dû claquer la porte. J'aurais dû lui dire de partir. D'emmener son bazar, ses fantômes, ses aveux murmurés. Et de retourner à la version de l'histoire. Qu'elle s'était convaincue d'appeler noble. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis restée là, silencieuse. Pendant qu'elle sortait un petit paquet de son sac. Et le posait doucement à mes pieds. Il t'a laissé ça, a-t-elle dit. Puis elle s'est retournée et elle est partie. Ses talons résonnant doucement sur le trottoir. Comme si tout cela n'avait été qu'une simple course à faire. J'ai attendu qu'elle soit partie. Que la rue soit vide. Que l'air soit calme. Puis je me suis penché et j'ai ramassé la boîte. Elle était petite, simple. Sans mots. Sans marque. Sans poids pour deviner ce qu'il y avait dedans. Je l'ai apportée à l'intérieur. Je me suis assise au sol. Et je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait une seule photo. Moi, le jour de ma remise de diplôme. En train de marcher sur la scène, la tête haute. La toche flottant, le faux diplôme dans les mains. Mais ce n'était pas une photo prise par l'école ou un camarade. C'était différent. Plus sombre, plus flou. Prise de loin, depuis derrière un pilier. Comme si celui qui tenait l'appareil photo s'était caché, m'observant. Au dos, griffonné d'une écriture soignée et inconnue. Il y avait 5 mots. Je n'ai jamais cessé de t'observer. Je n'ai pas bougé pendant longtemps. Je suis juste resté là. À fixer cette photo. Sentant le poids de toutes ces années. Où j'avais cru être invisible. Je pensais que la pire douleur venait d'être oubliée. D'être ignoré par ceux en qui tu avais le plus confiance. Mais maintenant je comprenais quelque chose de bien plus effrayant. Quelqu'un m'avait observé pendant tout ce temps. Pas vu. Pas aimé. Juste observé. Et alors que le silence dans mon appartement devenait plus lourd. Pressant de tous les côtés. J'ai compris que l'histoire que je croyais avoir enfin terminée. N'était que le premier chapitre. Parce que certaines vérités ne te libèrent pas. Elles changent juste la cage.